essentiellement, je suis une philosophe politique et j'enseigne à Vérone et j'habite à Venise. Je suis très heureux d'être ici parce que j'aime beaucoup votre langue, même si je la parle très mal, et je m'excuse dès le début, parce que je la parle de moins en moins, en dépit du fait que j'ai fait une partie de mes études ici, mais je n'ai pas trop l'occasion de l'utiliser. Et je suis très content parce que c'est la première fois pour moi dans cette région que j'ai toujours associé à Bastia. J'en sais rien d'autre, mais une des choses qui me font plaisir quand je pense à Bastia, c'est que il y a beaucoup de décennies maintenant, oui, j'étais très jeune, j'ai fait une anthologie en italien avec des textes de Bastia et Molinari. C'était le début de mes publications en italien, et donc je suis heureux d'être ici, dans le pays de Bastia. Alors, le sujet de mon exposé, c'est du contrat au statut, la crise de la société libérale et les préjugés du pouvoir économique. Et bon, j'ai choisi ce sujet parce que je pense que le pouvoir économique est une formule qui mérite l'attention des libéraux. C'est une formule très utilisée, très exploitée, et qui est largement à l'origine, je pense, de problèmes qu'on a déjà traités aujourd'hui. Je dois ajouter que je suis vraiment heureux de parler ce soir parce que j'ai goûté les trois interventions qui ont largement donné beaucoup de références, d'intuitions, de suggestions pour mon exposé. Je les ai trouvés tous trois très intéressants et j'espère de continuer le travail qu'on a fait dans l'après-midi. Je vous donnerai une analyse très vite, bien sûr, partiellement historique et partiellement théorique. Je partirai d'un livre, un livre qui est très important dans l'histoire du droit, dans l'histoire de la théorie du droit aussi. C'est un livre de Henry Maine, c'est en anglais, Ancient Law, le droit ancien. C'est un livre important parce que c'est un livre que nous fait comprendre comme il y avait une époque, pleine de contradictions bien sûr, mais où on pensait, c'est justement la thèse de Henry Maine, qu'on était en train de s'éloigner de plus en plus d'une société figée, basée sur le privilège, basée sur le statut. Et pour entrer, on était déjà, d'une certaine manière, selon Henry Maine, dans la société des ouvertures, de la dynamique, des libres choix, donc des contrats. L'idée, c'est justement que dans le passé, il y avait le statut, donc on était, je ne sais pas, fermier toute la vie, et c'était quelque chose qui venait de la dimension politique. Et au contraire, on entre dans une société qui est ouverte, où sont les décisions, le droit de contrat à définir l'environnement. Et quelques décennies après, bon, il y aura une Allemande, Tönnies, qui a un livre qui, d'une certaine manière, nous donne cette opposition, de manière différente, mais c'est plus ou moins la même, entre la communauté du passé et la société du présent. Bon. Tönnies est un conservateur, c'est pas important pour nous tout ça. Ce qui est important, c'est qu'à l'époque, au moitié du XIXe siècle, il y avait l'idée que le passé était lié au corporatisme, donc une société rigide, et le présent, le futur surtout, était lié à la liberté, au contrat, au rapport volontaire. Et bien sûr, on trouve cette idée même chez un philosophe, à mon avis très important, qui n'est pas suffisamment apprécié aujourd'hui, malheureusement, je l'aime beaucoup. Et ce philosophe anglais est Herbert Spencer. Et chez Spencer, il y a l'idée que le passé est des sociétés militaires, basées sur la violence, sur le commande, et la modernité, c'est plutôt pour les sociétés commerciales, basées sur l'échange et donc sur le contrat. Donc il y avait un siècle et demi, une sorte d'optimisme. Il y avait cette idée que le contrat était en train de devenir très important et la société était liée au libre choix des individus. Mais qu'est-ce qui se passe après?
On peut prendre un autre livre, c'est un livre américain, 1974. C'est une juriste qui s'appelle Grant Gilmore, et le titre dit déjà tout, parce que le titre c'est « La mort du contrat ». Donc après un siècle, on constate, dans le contexte américain, je ne parle pas de l'Italie, de la France, on parle de l'Amérique libérale, on constate la mort du contrat. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'au fond, si on considère la crise du contrat, il faut la lier, la connecter à la crise du libéralisme. Je dirais la faillite du libéralisme. Et pourquoi c'est pas ça? Parce qu'on a eu une montée très importante d'une culture étatiste qui a été à la fois de droite, de gauche, conservatrice, progressiste, et qui a poussé les idées de liberté dans un coin. Parce qu'effectivement, le libéralisme était basé sur, on l'a déjà dit aujourd'hui, sur l'idée de droit, et même sur des droits au pluriel, l'idée que les hommes ont des droits fondamentaux, et que ces droits sont associés à la propriété. Bon, il suffit de rappeler Bastiat, mais pas seulement Bastiat. Et donc, les propriétés sont la base des contrats. On fait des contrats parce qu'on a des titres. Et donc, on a la possibilité de décider à propos du temps, à propos des biens, etc. Et les contrats sont liés au libre choix. Donc, si on considère le libéralisme dans son ensemble, on ne peut pas éviter un auteur comme John Locke. Et chez Locke, il y a justement l'idée de gouvernement, un gouvernement qui est la conséquence du consentement, government by consent. C'est-à-dire que le gouvernement est le résultat du consentement. C'est une association. C'est l'idée que les institutions justes sont consensuelles, sont basées sur le libre choix. Donc, chez Locke, il n'y a pas un contrat social, dans le sens qu'il y a une sorte de contrat. Chez Locke, il a vraiment l'idée d'un contrat réel. Il y a des gens que il cite deux cas, c'est le cas de Rome, de Venise, du point de vue historique, probablement les références sont très faibles, elles sont pas correctes, mais ce n'est pas important pour lui. Le contrat qui est l'origine d'une société civile et politique libre est un contrat effectif. Donc chez Locke, il n'y a pas une idée forte de souveraineté, il y a le refus des obligations politiques, il y a le refus de la logique du pouvoir, en tant que, comme nous la connaissons maintenant. Et comment s'est passé que le libéralisme a fait faillite? Comment s'est passé qu'à la moitié du 19e siècle, il y avait cette idée d'une société de contrat, et après on constate la mort du contrat? Je pense qu'il y a eu plusieurs raisons qui ont conduit dans cette situation. La première, on a déjà dit ça, on a déjà fait référence plusieurs fois justement à tout ça, c'est une sorte de rationalisme, ou si vous voulez, de constructivisme. Donc, surtout dans le positivisme, mais même dans le XXe siècle, une idée s'est imposée, c'est-à-dire qu'une société de choix est une société où il n'y a pas d'ordre, c'est une société désordonnée. Donc, à la place des libres choix chaotiques, des gens qui font des contrats, qui prennent des décisions, qui vont faire leurs choix et bâtir des entreprises, etc., il est mieux avoir des plans. Il est mieux avoir des plans des technocrates, des politiciens, des bureaucrates. Et on sait que cette idée est une idée qui a été très importante. La deuxième moitié du 19e siècle, et surtout dans le 20e siècle, on connaît très bien, en tant que libéraux, des critiques qui viennent surtout de l'école autrichienne. Mises qui nous a expliqué que dans une société planifiée, il n'y a pas de droit de propriété. S'il n'y a pas de droit de propriété, il n'y a pas de prix. S'il n'y a pas de prix, il y a l'impossibilité du calcul économique et donc de comportement rationnel. Et il y a aussi la critique de Hayek, qui était un élève de Mises, qui disait des choses différentes, mais compatibles avec les thèses de Mises. Parce que Hayek nous disait que, bon, le problème des gens qui veulent faire des plans sociaux, c'est qu'ils n'ont pas la connaissance nécessaire et ces connaissances sont dispersées. Ça ne signifie pas que les gens qui ont ces connaissances feront des choix parfaits,
parfaite ou correcte, pas du tout, mais l'utilisation des connaissances spécifiques de temps et lieu par les individus donne à la société, en général, en total, des solutions meilleures que les décisions prises par Moscou, par le centre, par le pouvoir qui veut planifier tout. Et sans doute, dans la tradition libérale, il y a une idée très importante, très connectée au contrat, c'est que quand on a une société qui est construite par un petit groupe de personnes, les planificateurs, et on n'a plus de contrat, on n'a plus de choix, on va détruire un des mécanismes fondamentaux du bien-être. Parce que quand on a un échange, bien sûr, un échange est le résultat de deux évaluations, et l'échange se base sur l'idée qu'il y a un avantage mutuel. Je participe à l'échange parce que je pense que c'est une bonne chose pour moi, et l'autre a le même avis. Donc, la logique du constructivisme, la logique qu'on connaît très bien en France, l'ENA, l'école polytechnique, etc., la logique des technocrates est une logique, bien sûr, qui est incapable de comprendre la complexité, la richesse de ce qu'on appelle, dans les sciences humaines, les ordres spontanés. Donc on pense que pour avoir une société ordonnée, il faut quelqu'un qui va ordonner la situation, tandis qu'il y a toute une série d'institutions qui sont la langue, le droit, etc., qui sont le résultat du libre choix des individus, mais ce résultat est un résultat ordonné. Je suis en train de parler de mettre mauvaise, je le sais en français, et je cherche de respecter des règles de grammaire, des syntaxes, etc. Ces règles n'étaient pas créées par une académie française ou d'autres types, mais c'est justement le résultat d'un processus historique. Donc c'est le résultat d'une évolution, c'est un ordre spontané. Donc, une des raisons importantes à l'origine de la mort du contrat, comme elle a été appelée, c'est ça. Mais il y a une autre explication, je pense. Il y a beaucoup d'autres si vous voulez, mais je veux insister sur une autre, et c'est justement ce que j'ai déjà évoqué, cette idée de pouvoir économique. Parce que pour les libéraux, pour les libertariens, il est tout à fait évident que le pouvoir existe, mais le pouvoir est toujours pensé en tant que violence ou menace de violence. Donc le pouvoir est essentiellement le pouvoir politique. Pour les libéraux, le pouvoir, c'est par exemple l'attitude de Marlon Brando dans Le Parrain, pour citer une institution de la mafia dont on a déjà parlé. Donc, vous vous rappelez la scène, il y a Marlon Brando qui dit « Bon, je te fais une offre que tu ne peux pas refuser. Parce que si tu la refuses, bon, tu peux avoir des conséquences. » Ça, c'est justement le pouvoir politique. La mafia, dans ce cas-là, c'est un petit État qui utilise la violence contre des gens innocents. Mais cette vision du pouvoir, c'est une vision très libérale et qui n'est pas vraiment acceptée. Parce qu'en général, hors de cette salle et dans le monde, dans l'Occident, il y a plutôt l'idée qu'il y a trois pouvoirs. Il y a un pouvoir politique, sans doute, il y a des gens qui ont du pouvoir, bon, il y a des présidents, les rois, bon, les technocrates, les ministres, etc. Il y a un pouvoir culturel ou idéologique. Bon. En France, vous connaissez Michel Foucault, on a l'humour, ils produisent des conséquences, etc. Donc, le fait qu'il faut contrôler les discours, parce que dans le discours, il y a la possibilité d'une violence, d'une domination, etc. Et je ne parlerai pas de ça, mais il serait un sujet intéressant, cette idée de pouvoir culturel. Mais je parlerai d'un troisième type de pouvoir, ce qu'on appelle le pouvoir économique. Et bien sûr, où on peut trouver l'origine? Bon, c'est difficile, mais une référence sans doute peut être Karl Marx. Chez Marx, évidemment, il y a cette idée de pouvoir économique. C'est une idée un peu spéciale. Selon Marx, le pouvoir est lié essentiellement aux moyens de production. Ce n'est pas un pouvoir qui est dans les mains de l'entrepreneur, c'est plutôt une classe. C'est la bourgeoisie
qui contrôle les moyens de production et qui exploite pas du tout les ouvriers, mais une autre classe, les prolétariens. Donc, le contrat du travail, mais en général le droit, mais spécifiquement le contrat de travail, sont tout simplement un moyen de défendre l'exploitation. Le rapport, le contrat est une exploitation, donc il n'y a pas de liberté dans le contrat, il n'y a pas d'avantage mutuel, il y a cette idée même économique de surplus, survaleur, etc. Donc le contrat serait basé sur une liberté purement formelle, vide. Ça c'est une idée très importante chez Marx. Et donc, chez Marx, bien sûr, il y a cette idée de révolution, qui est quelque chose qu'on demande, qu'on invite à faire, mais surtout une chose qui viendra de manière automatique, parce que c'est une philosophie de l'histoire, il y a un mécanisme qu'on ne peut pas arrêter, et selon Marx, on arrivera à cette révolution, à ce changement radical, avec la dictature du prolétariat, etc. Cette idée existe très centrale chez Marx, mais elle a été acceptée par tout le monde. Je disais déjà que le libéralisme va être mis au coin du débat public par les conservateurs et par les progressistes, par les socialistes et par les modérés. Et donc, ce qu'on voit, c'est de plus en plus le développement de lois pour protéger la partie faible. Parce que s'il y a un contrat, et dans ce contrat, il y a un pouvoir économique, il est évident que s'il y a un pouvoir, il y a quelqu'un qui domine autre personne, il faut avoir un mécanisme de défense pour la partie faible. Et donc, après Marx, il y a l'idée, par des gens qui ont été influencés par Marx, sans être marxistes nécessairement, il y a cette idée de contrôler la propriété, de limiter le contrat, et enfin de vider le contrat. Bon, les passages sont plusieurs, mais peut-être on peut citer un passage important qui vient de l'Amérique, encore une fois, parce que l'Amérique, qui a été une expériment libertarienne, sous certains aspects, a connu même des passages très étatistes, et en 1890, on a la naissance de ce qu'on appelle le droit de la concurrence, avec le Sherman Act. C'est-à-dire, on a le début d'une législation de la concurrence qui a la tâche de limiter, de contrôler les activités d'entreprises qui sont considérées monopolistes ou oligopolistes, qui ont dans le marché une position dominante ou qui peuvent avoir des rapports associatifs qu'on appelle cartels, etc. Donc, on entre bien sûr à ce point-là dans une logique que je considère folle, parce qu'on peut dire dans le débat sur le droit de la concurrence tout le contraire. On est vraiment dans l'univers d'Alice dans le pays des merveilles, tout le contraire. Pourquoi? Parce qu'on a toujours du mal à définir un monopole économique, que le secteur, comme on le définit, que le territoire, etc. Donc c'est vraiment le triomphe de l'arbitraire. Mais ce n'est pas important ça, je ne parlerai pas du droit de la concurrence. La chose intéressante, c'est que toute cette législation se base d'une manière ou de l'autre sur l'idée que la propriété génère domination. Si on est propriétaire, la conséquence, c'est une domination sur les autres. Donc je vous cite au contraire Bastiat. Bastiat nous disait, ce n'est pas parce qu'il y a des lois qu'il y a des propriétaires, mais parce qu'il y a des propriétés qu'il y a des lois. Bon, aujourd'hui, on peut répéter cette phrase. On peut répéter cette phrase. Ce n'est pas parce qu'il y a des lois qu'il y a des propriétés, mais parce qu'il y a des propriétés qu'on considère moyens de violence sur les autres qu'il y a des lois. Donc, on peut citer la phrase de Bastiat en mettant un sens complètement différent, mais qui peut interpréter quel est le sens de la législation aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, les lois ne sont pas du tout là pour protéger la propriété, comme c'était dans la volonté, dans la lecture de Bastiat, mais sont justement là à limiter, contrôler, organiser la propriété.
Parce que la propriété, c'est origine des violences, de domination. Donc, la propriété n'est pas seulement le vol, selon la formule de Proudhon. Elle est le pouvoir, la base de toute injustice, de toute domination. Ça, c'est une idée très répandue. Bien sûr, c'est une idée très faible. C'est une idée que nous libéraux, nous le savons, est très dangereuse, mais surtout est faible. Parce que si on prend les plus grandes entreprises contemporaines, si je prends, je ne sais pas, Amazon ou Google, qu'est-ce qu'ils font? Pour moi, contre moi, ils proposent des biens et des services. Je peux accepter, je peux refuser. Ils ne taxent pas, ils n'imposent pas, ils proposent. Donc, est-ce qu'on peut vraiment voir dans la richesse, la puissance, entre guillemets, d'Amazon un pouvoir sur les individus? C'est l'État qui a un pouvoir, qui a le monopole de la violence, qui peut introduire des impôts, augmenter des impôts, qui peut imposer des règles. Et les règles imposées par l'État, les lois, sont exactement dans la logique du discours de Marlon Brando. Ils sont des offres qu'on ne peut pas refuser. Et pourquoi? Parce qu'on est dans la logique de la souveraineté. Ça, c'est la différence. La différence essentielle, c'est que le pouvoir politique s'inscrit dans l'Europe moderne et dans la suite dans le monde dans la logique de la souveraineté. Et pourtant, je pense qu'il y a un élément de vérité dans la position des gens qui critiquent le pouvoir économique. Parce que dans toutes les erreurs, il y a toujours un élément, une partie de vérité. Et pourquoi je dis qu'il y a un élément de vérité, même si Amazon, si Google ne peuvent pas exercer directement sur moi une violence, ils produisent des biens, des services. Parce qu'on n'est pas dans une société de marché. Ça c'est vrai, on n'est pas dans une société de marché. On est dans une société où il y a un mix d'État et de marché. Et donc, on a l'État, le politique, le droit public, et on a le marché, donc l'économie, le droit privé. Mais dans une société de ce type, où les choses sont très mélangées, il est toujours possible pour la richesse obtenir un pouvoir sur les autres, obtenir des lois. Et on a déjà fait référence à ça. Les lois, la réglementation est le résultat très souvent de la capture du législateur. Donc il y a des intérêts de la société, et il est très facile pour les gros groupes industriels de jouer ce rôle. Et donc l'économie serait en théorie, dans le marché, un pouvoir sur la nature, seulement sur la nature et pas sur les hommes. Et la politique, au contraire, c'est un pouvoir sur les hommes. Mais au moment où on est dans une société d'État, où il y a l'État et le marché ensemble, il est clair que pour les gens qui doivent se battre sur le marché, il a la tentation d'utiliser l'État, d'obtenir des règles. Pensez à ce qui s'est passé dans la deuxième partie du XIXe siècle, un peu partout avec le protectionnisme. Moi, j'ai du mal à être concurrentiel, mais si j'arrête la concurrence des pays étrangers, il est plus facile. Donc, dans notre société, tout est mélangé, et donc, bien sûr, la richesse se transforme même en pouvoir sur les autres. Donc, nos adversaires ont des arguments dans notre société réelle. Et je pense que tout ça nous aide à expliquer notre défaite, la défaite du libéralisme, la défaite d'une société qui était basée sur le contrat, et donc sur la propriété privée. Et la faillite de la société libérale, à mon avis, c'est la conséquence d'un compromis que le libéralisme a fait. À l'époque, par exemple, des auteurs que j'aime beaucoup, Benjamin Constant, Alexis de Tocqueville, etc. Et le compromis a été le compromis entre l'État souverain et la liberté. On a imaginé de constitutionnaliser le pouvoir, de mettre des limites, d'avoir des règles supérieures à règles ordinaires, et donc de limiter de cette manière le pouvoir. Donc on a, en tant que libéraux, accepté l'État souverain. On a dit, la seule manière de vivre ensemble, c'est d'avoir un État minimal, un État constitutionnel, un État limité dans ses pouvoirs. Mais le compromis libéral-étatiste n'a pas marché.
n'a pas marché dans le sens que d'un côté, on a vu la destruction de la propriété, de l'autre côté la fin du contrat, et en même temps, même la possibilité pour nos adversaires de dire, ben, regarde, la richesse est très dangereuse, parce que dans nos sociétés, les gens qui ont beaucoup d'argent peuvent utiliser leur argent pour dominer les autres. Donc, on a accepté l'État, l'idée du monopole de la violence. On a imaginé qu'il était possible de minimiser l'État, tandis que c'est irraisonnable, parce que au moment où il y a un petit groupe de personnes qui ont le monopole de la violence sur un territoire, pour quelle raison ils doivent s'arrêter à la protection des autres, quand ils peuvent faire beaucoup d'autres choses, envahir des pays, augmenter les impôts, contrôler l'économie, etc. C'était vraiment très naïf l'idée d'un État, monopole de la violence, qui se confie dans certains secteurs, la justice, la protection, etc. Et donc, la conséquence avec la fin du contrat et la fin de la société libérale, c'est un nouvel corporatisme, la société des statuts. Donc aujourd'hui, on n'a plus vraiment rule of law. Je dis ça en anglais parce qu'il n'y a pas de traduction, parce qu'il faut avoir la réalité, il faut avoir les mots. Et en Italie, en France, en Espagne, on n'a jamais connu vraiment rule of law. So, on n'a jamais eu un système où le droit limite le pouvoir, et le droit n'est pas vraiment la production de la volonté des politiciens. Donc, on n'a pas cette égalité vis-à-vis du droit. On a un droit pour les employeurs et un droit pour les employés. On le sait bien, le droit du travail. On a un droit pour les propriétaires et un droit pour les locataires. Ils ne sont pas sur le même niveau. Un droit pour le vendeur, un droit pour l'acheteur, etc., etc. Donc, on est retourné dans une société de statut, et l'égalité devant la loi est une fiction. Mais je sais que je suis en train de dire des choses un peu extrêmes, un peu radicales, mais je pense que le libéralisme en cohérente a ses responsabilités dans ce qui s'est passé. On a été trop modéré dans la défense de la liberté. On a cédé sur le principe, on a imaginé qu'il était raisonnable, qu'il était pragmatique, il était plus logique d'accepter ce compromis. Et au fur et à mesure qu'on a abandonné les principes, l'idée de droit naturel, l'idée de justice, etc., on a été incapable de s'opposer à l'interventionnisme. Donc, on est dans une société, dans le meilleur des cas, mi-libérale, mi-étatiste, mais la partie mi-libérale devient de plus en plus petite. Et tout ça a ouvert la porte à un capitalisme corrompu, crony capitalism. Il y a un livre très intéressant de Rothbard, Murray Rothbard, à propos, par exemple, du rapport entre Wall Street et Washington. Bon, le rapport est très important, on ne peut pas ignorer ça. Beaucoup de décisions de politique étrangère sont très liées aux intérêts des hommes d'affaires de New York. Et il y a une réglementation croissante parce que, justement, c'est dans l'intérêt de certains groupes d'avoir cette réglementation. Comment sortir? Je pense qu'on peut sortir si on redécouvre les principes. On redécouvre les principes, on redécouvre l'orgueil du propre radicalisme, du fait qu'il ne faut pas renoncer aux bases de propres visions. Et donc, nous devons, je pense, défendre une idée des sociétés libres qui rejette le double standard, comme on dit en anglais. C'est l'idée qu'il y a une morale pour les hommes politiques et une morale pour les autres. C'est une idée qui vient de Machiavel. Bon, c'est la Renaissance italienne du XVIe siècle, donc c'est le cynisme des Italiens, si vous voulez. C'est l'idée que, bon, les princes peuvent faire certaines choses, la vertu du prince s'explique dans l'assassinat, s'explique dans la violence, etc. Et c'est légal, parce que c'est justement le prince qui fait ça. Et après, il y a la vertu des hommes communs. Et nous, on acceptait ça.
Bon, quand on va lire Le Prince, on reste un peu choqué, mais nous, on accepte que les hommes d'État utilisent leur position pour voler le reste de la société. On l'appelle les impôts. Mais c'est du vol. Parce qu'on n'accepte pas du voisin de faire la même chose. Donc on acceptait qu'au moment qu'on occupe une certaine position, on abandonne les règles morales normales et on adopte d'autres règles. Si on accepte cette logique, la conséquence sera la mort de la propriété privée, la mort du contrat. Donc il faut retourner, je pense, aux fondamentaux. Et en conclusion, je voudrais ajouter une autre chose, parce que je pense que en tant que libéraux, nous devons nous interroger sur le problème de l'inégalité économique aussi. Non dans le sens qu'il y a un problème dans l'inégalité, dans le sens de Piketty ou d'autres choses, mais dans le sens que dans une logique politique où les richesses et la force et autres ressources sont distribuées dans le territoire, l'inégalité peut créer des problèmes. Je m'explique. Il est évident que pour les libéraux, il n'y a pas un problème d'inégalité en tant que tel. Pourquoi? Pour une raison très simple, il n'y a pas un problème. Parce que le libéralisme est une vision procédurale. Il suffit de lire Locke, si j'occupe un territoire qui n'était de personne, je commence à travailler, j'ai des ressources, j'ai des produits de la terre, je fais des échanges, etc., des investissements, et après une vingtaine d'années, je suis très riche, le plus riche, il n'y a rien d'humain, il n'y a rien d'injuste, si tous les actes sont corrects. Donc la vision libérale est une vision procédurale. Si on a des comportements corrects, le résultat est juste et on ne peut pas le juger à partir de logiques égalitaires, anti-égalitaires. Mais tout ça se développe dans un cadre de droit. Vous comprenez bien que quand je vous dis, comme je viens de dire, il faut retourner à la base, il faut retourner au refus de la souveraineté qu'on trouvait chez Locke, il faut défendre les droits individuels contre le pouvoir d'État, il faut refuser le double jugement qu'on a par rapport aux individus communs et aux hommes d'État. Il est évident que ma suggestion, c'est de redécouvrir ce qu'on appelait l'état de nature en tant que point de départ. L'état de nature dans le sens qu'il faut redécouvrir la liberté originaire en tant que base pour cette liberté d'association que peut créer des gouvernements légitimes, justement dans la logique de Locke. Il faut se débarrasser des occupants, retourner dans l'état de nature et à partir de là, refaire une société légitime. C'est ce qui s'est passé par exemple aux États-Unis, non? Si vous lisez la Déclaration d'indépendance, qu'est-ce que c'est la Déclaration d'indépendance écrite par Jefferson? C'est un petit comité, mais effectivement c'est Jefferson qui a écrit le texte. C'est la fin d'un pouvoir, donc on dit au roi Georges, tu n'es pas le roi, non plus, tu n'es plus le roi des colonies américaines, mais il n'y a pas la constitution d'institution. Les Américains qui étaient pleins d'idées locales savaient que la société de nature peut être une société raisonnable, où il y a des gens raisonnables qui peuvent s'associer, qui ont des activités, qui peuvent se protéger mutuellement, etc. Donc, il faut retourner à ça, et c'est justement à ce point que les inégalités peuvent être un problème. Parce que dans une société de nature où il n'y a plus un ordre juridique, mais j'ajouterais, on n'est pas dans un ordre juridique, on croit d'être dans un ordre juridique, mais c'est un ordre juridique qui est contrôlé par un petit nombre de personnes et donc qui est illégal et injuste. Donc, en tout cas, dans une société de nature, il est évident que la distribution inégale des richesses peut être un problème. On peut avoir de
groupe très important. Et dans ce cas-là, on peut avoir des risques. Alors, c'est justement dans cette situation, je pense qu'il faut découvrir un élément très important de la tradition libérale, la capacité de s'associer. Il n'y a pas de liberté, je pense. Il n'y a pas de droit s'il n'y a pas la capacité de s'entendre, de travailler ensemble, de créer des fédérations, de créer des ligues, de créer des rapports basés sur la mutualité, sur la solidarité, bien sûr à partir de la volonté. Donc, une anarchie où il y a des réalités importantes, très riches, qui ont beaucoup de puissance sur la réalité, qui ont beaucoup de ressources, pourrait être un danger, mais pas un danger comme un danger de l'État, bien sûr, mais quand même un danger, s'il n'y a pas une réponse de la société. Et donc je pense qu'à l'intérieur de la narrative libérale, il faut vraiment redécouvrir cette idée des rapports sociaux. Le contrat est mort, mais surtout parce qu'on a voulu isoler les individus. Le contrat est un système de relations entre les personnes, de rapports. Et encore une fois, je pense que la philosophie politique est utile. Parce que si on retourne chez Hobbes, il est tout à fait évident que le projet de Hobbes est le projet d'un pouvoir, le Léviathan, et des individus isolés. Le projet de Hobbes est de détruire tous ceux qui se trouvent entre l'État et les individus. Donc les églises, donc les communautés, la famille, etc. C'est un projet individualiste et d'étatiste. Et c'est justement en redécouvrant, au contraire, notre capacité de vivre dans des villes, de vivre dans des familles, dans des communautés, dans des associations. Donc, récupérer l'esprit d'association peut être vraiment quelque chose de très important pour limiter les prétentions de pouvoir et pour bâtir sur des bases nouvelles notre société. Je pense que il est impossible de refaire notre société si on ne met pas en discussion l'État et sa souveraineté. C'est vraiment la bataille de, comment s'appelait l'héros de Cervantes contre les moulins, non? Don Quichotte, non? Si on pense de changer l'État, de reconstitutionnaliser l'État, de retourner en arrière, c'est pas possible. Je pense que la richesse n'est pas un pouvoir, la richesse est une opportunité, la richesse peut devenir un pouvoir, et elle devient très souvent un pouvoir dans une société étatisée, mais si nous sommes capables d'organiser une société plus forte, une société, comme on peut dire, parallèle d'une certaine manière, si on est capable de créer des réseaux alternatifs par rapport à ce qui déjà existe, à ce pouvoir, je pense que toute une série de critiques adressées au pouvoir économique, ce qu'on appelle aujourd'hui le pouvoir économique, peuvent être facilement rejetées. Merci de votre attention.